crains à 7 heures en ce vendredi soir d'en avoir beaucoup moins, mais je vais toutefois essayer de tenter de vous intéresser. Alors je vais vous parler ce soir de la GPA, sachant que je pense ici avoir une audience assez captive, et je ne vais donc pas chercher à vous dire, à vous convaincre, parce que je pense que vous êtes déjà convaincus. En revanche, en tant qu'avocat, ce que j'aimerais vous donner, c'est ce qu'on dit souvent chez nous, c'est du biscuit. C'est des éléments de réflexion dont vous pourrez vous servir et qui, j'espère, vont allumer des petits contre-feux et qui nous permettraient peut-être, en tant que famille, de trouver des nouveaux angles qui nous permettraient aussi d'intégrer peut-être des gens qui ne sont pas sur notre échiquier politique et qui, si on parle des femmes, pourraient se trouver plus à gauche. Alors, dans Phèdre de Platon, il y avait cette citation qui était « Il faut savoir qu'il y a dans chacun de nous deux principes qui nous gouvernent et nous dirigent. L'un est le désir, inné du plaisir. L'autre est l'idée acquise qu'il faut rechercher le bien. » Or, les questions d'actualité autour de la GPA nous ramènent inlassablement à cette question. C'est-à-dire, en définitive, quelle est la place du législateur dans la société? Est-ce que c'est sa place du législateur d'assouvir le désir du plus grand nombre, au mépris de ce qu'il pense lui-même ou de ce que la société pense être le bien? Si nous écoutons certains progressistes, l'idée qu'ils développent est qu'à partir du moment où l'on pourrait contracter sur quelque chose, à partir du moment où serait né un désir, et que l'on pourrait le mettre en place avec des mots dans un contrat, alors ce désir devait être suivi des faits. Mais la loi du désir, ça n'est pas forcément la loi que nous nous sommes donnée, ça n'est pas notre système juridique. C'est, encore une fois, tout ce discours de progressiste, l'idée que l'objet du désir devrait être rendu accessible par le droit est complètement contraire à tout ce que nous avons envisagé jusqu'à maintenant. Et ainsi, le désir d'enfant se transforme alors en un droit à l'enfant. Ce sont deux choses complètement différentes. Mais nous devons alors nous poser la question et aller un peu plus loin. Si l'on devait retenir qu'il y aurait un droit à l'enfant, si ce désir devient notre unique, quelque part, normativité, alors on doit admettre aussi que le désir va porter sur un enfant biologique qui nous ressemble. Et même, votre désir d'enfant va porter sur quoi? Un enfant qui serait beau, endurant, agile, qui apprendrait vite. Après tout, n'est-ce pas aussi ce que l'enfant désirerait lui-même? Alors, qui va s'occuper du service après-vente de l'enfant? Je ne parle même pas d'enfants qui naîtraient en étant différents. Mais si votre enfant ne correspond pas à vos demandes, à qui le renvoie-t-on? Puisque vous avez formulé un désir contractuel. Qui va l'écouter? Qui va s'occuper du service après-vente? Comment ça se passe éthiquement? Alors, revenons un peu en amont sur ce qu'est le droit aujourd'hui. Pour ceux qui ont fait du droit, et j'imagine qu'ils sont nombreux, nous avons une distinction de base dans notre droit, qui est la summa diviso, qui est la séparation entre les notions de personne et les choses, les res, qui sont, elles, objets de droit. Mais cette distinction, donc, est aujourd'hui mise à mal, alors que ça fait 2000 ans, depuis le droit romain, que nous vivons sur cette distinction, que notre code civil de 1804 aussi a repris, pour des bonnes raisons. Alors, il n'y a pas de difficulté à partir du moment où vous pouvez dire « je suis mon corps », comme dans le droit pénal, comme on peut le retrouver, par exemple, au travers des qualifications de meurtre ou de coups et blessures. À ce moment-là, dans le droit, on décide que le critère majeur, c'est la volonté. Si une personne n'est pas d'accord, l'atteinte est illicite. Si la personne est d'accord, l'atteinte est licite. Et donc, là, ça nous amène à la question centrale. La question centrale est donc de savoir, en termes de GPA, si l'on doit ou non laisser la volonté humaine gouverner la GPA. Comme on l'a fait pour les coups et blessures. Si vous dites oui, ça n'est pas un coup et blessure. Si vous avez dit non, c'en est un. Donc là, est-ce qu'on doit laisser la volonté être au cœur du débat? Parce que, bon, en définitive, pour revenir sur la séparation que j'avais fait avant sur les notions de choses et de personnes, ça n'est pas dramatique si vous n'ouvrez pas la porte à l'inverse. Si l'on considère, par exemple, qu'un être humain entrerait dans la notion de chose, là, ça devient extrêmement grave. Mais en revanche, à la rigueur, on pourrait imaginer que des choses, des res deviennent des personnes, la société pourrait trouver à s'en accommoder, là on en est en théorie. Mais effectivement, qu'une personne, elle, décide de s'asservir à une autre, on arrive là, dans, souvenez-vous, le discours de la servitude volontaire de la Boétie, et là nous savons aussi qu'on n'est pas censé aller par là dans un développement de la société.
Et c'est pourquoi je pense très sincèrement, en tant qu'avocat, en tant que juriste, que la GPA, dans son mécanisme même, est une attaque contre les êtres humains et contre la protection essentielle que leur doit le droit. Le pouvoir politique, une fois encore, essaye de nous faire croire que plus de droits signifierait une société plus juste. Mais c'est une illusion. Et que la démocratie ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on vous donne de plus en plus de droits que la société serait plus juste. On le voit aujourd'hui. L'homme d'autrefois, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères, se concrétisait dans sa dignité, par l'accomplissement d'une éthique. L'homme contemporain, on a l'impression aujourd'hui, ne se définit que par l'obtention des droits. Sa grandeur tangible s'exprime désormais dans l'expression d'un SMIC, d'un droit au logement, d'un enseignement gratuit et maintenant d'un droit à l'enfant. L'accumulation exponentielle de droits provient en partie de ce que nous confondons la non-interdiction avec la légitimation, supposant, en d'autres termes, que ce qui est toléré devrait être facilité par le droit, voire encouragé. Or, un comportement peut très bien se trouver permis au nom de la liberté individuelle, sans pour autant se trouver légitimé ou facilité par les lois. Et en tant que conservatrice, je ne m'auto-définis pas par la somme des droits qui me seraient autorisés, le droit à l'adoption, le droit aux 35 heures, le droit au logement, et je ne demande surtout pas à la République française d'assumer mes envies. L'analyse suivant laquelle, que vous allez retrouver chez pas mal de libéraux libertaires ou même de libertariens, l'analyse suivant laquelle on aurait le droit de vendre son corps, là je parle pour les loueuses de ventre, que ce serait un droit absolu, oublie surtout cet autre droit tout aussi tangible, qui est celui de l'enfant, qu'a l'enfant de connaître sa mère biologique. Et comme nous sommes dans une société où quelque part on nous explique que rien n'est au-dessus, que quelque part il y aurait un certain relativisme, qui a décidé que ce droit-là serait supérieur à celui-là? Pourquoi est-ce que le droit à l'enfant serait supérieur au droit qu'a l'enfant de connaître sa mère biologique? Qui ordonne les droits? Ça n'existe pas. Ce qui nous ramène aussi à la question du RIC dans ces cas-là. Alors, une autre question qui pour moi sous-tend le débat dans la GPA, c'est surtout la question de savoir, est-ce qu'une société humaine, humaniste, doit-elle tout autoriser au motif que tout est possible? Dans ces cas-là, aurait-on dû interdire à Marie Curie de découvrir la radioactivité au motif que le feu nucléaire allait en sortir? Mais ça nous ramène quand même à la violence délibérée d'utiliser la femme un petit peu comme une vache à lait, pardon, mais c'est exactement ça. Et la femme, qui, on oublie toujours, va être une mère porteuse, prend un risque réel biologique, comme on a tendance à oublier beaucoup trop vite. Toutes les sociétés humaines, de tout temps, ont encadré les grossesses. Nous savons très bien que ce sont des moments difficiles de changement dans la vie des femmes. Et là, on nous explique que quelque part, non, ça serait juste un contrat, que ces femmes-là n'auraient pas de problème, alors que nous savons très bien aussi, dans les statistiques, que les traitements hormonaux amènent 5% de fois plus de cancer du sein chez les femmes. Ça veut dire que quelque part, nous faisons fi de l'esclavagisme que nous avons laissé au loin dans notre société. Nous avons tous lu les histoires de cette pauvre Fantine qui était obligée dans Victor Hugo de vendre ses cheveux, de vendre ses dents, et nous trouvions tous ça horrible. Et maintenant, nous devrions accepter que des femmes, sous prétexte qu'elles seraient dans des bidonvilles loin de nous, pourraient vendre leur ventre, mais c'est encore pire que l'histoire de cette pauvre Fantine, pour moi, qui devait vendre ses cheveux. Alors, nous sommes vendredi soir, il est un peu tard, mais je pense que, au-delà de cette question d'éthique, nous nous rendrons bien compte que c'est aussi une question de morale. Et pour revenir à Phèdre, que je citais au début, c'est simplement une question de morale privée, car la morale n'est jamais collective, elle est privée, et d'une morale privée qui cherche le bien. Aujourd'hui, j'ai très peur parce que le président Macron, à chaque nouvelle élection, à chaque difficulté, a tendance à donner des petits cadeaux à sa gauche, la plus extrême, qu'il donne des gages, et que, encore une fois, la famille fasse les frais du souci politique d'afficher un progrès social. Or, nous savons aujourd'hui que ce progressisme n'est qu'une déculturation, et que, encore une fois, ce serait à coup sûr fragiliser encore plus le tissu familial et social en France. Et je crois que c'est pour ça que nous sommes tous ici ce soir, et j'espère vous avoir donné quelques éléments,
et que nous allons pouvoir nous retrouver maintenant pour un verre de l'amitié, pour échanger. Non, nous allons d'abord prendre vos questions, excusez-moi, bien évidemment, et que par suite nous pourrons échanger de façon un peu plus informelle autour d'un petit verre de jus d'orange ou quoi. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.